4 mois après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu largement imposé par Donald Trump, où en est-on à Gaza ? La guerre est-elle vraiment finie ? Quels sont les plans de Trump et de Netanyahou pour l'avenir de l'enclave palestinienne ? Y a-t-il un projet global d'Israël concernant les Palestiniens ? Nous en parlons ce soir avec mes invités dans le club Le Figaro International. Jean-Paul Chagnolot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, et directeur de la revue Confluence Méditerranée. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, notamment un atlas du Moyen-Orient et un atlas des Palestiniens avec Pierre Blanc aux éditions Autrement. Et votre dernier livre, qui vient de paraître en janvier, a pour titre « Oublier ou punir, justice internationale et politique » aux éditions du Cavalier Bleu. Rina Bassiste, bonsoir. Vous êtes correspondante à Paris de la radio publique israélienne Cannes. Vous écrivez aussi pour le site Al-Monitor et pour le Jérusalem Post, notamment, après une première carrière de diplomate au ministère des Affaires étrangères israélien. Ebrard Kinley, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur aux séries de Sciences Po et directeur de recherche émérite au CNRS. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, notamment de la transformation des États et des régimes politiques. Vous avez signé ou co-signé plusieurs ouvrages sur l'Égypte, la Syrie, les conflits au Moyen-Orient, et votre prochain opus paraît en avril, en anglais, sous le titre « States Under Stress », qu'on peut traduire par « État sous tension ». Oui. Comment expliquer la résilience au Moyen-Orient ? Et Cyril Louis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint du service international du Figaro et ancien correspondant à Jérusalem. Alors je voudrais qu'on commence par essayer de dresser un état des lieux de ce qui se passe maintenant à Gaza. Depuis le cessez-le-feu d'octobre, est-ce qu'on peut dire que la guerre est finie ? C'était ma question de lancement, Jean-Paul Chagnolot, de ce qu'on peut voir d'ici, de ce qu'on peut savoir, parce que vous précisez qu'il n'y a toujours pas de reportage indépendant à Gaza. Votre impression, c'est que la guerre est vraiment finie, ou bien on est dans une sorte d'entre-deux, de guerre larvée ? Je crois que le cessez-le-feu du 10 octobre a été ce qu'il signifie, c'est-à-dire effectivement, il y avait en moyenne le chiffre assez terrifiant de 100 morts par jour depuis le 7 octobre 2023, et depuis le cessez-le-feu, pour que les choses soient claires, il y a actuellement beaucoup de violations de ce cessez-le-feu, et il y a 5 morts palestiniens par jour. Ouais. Donc voilà, ça c'est une réalité, et pour les Gazaouis c'est important. Mais pour le reste, je dirais que c'est la guerre qui continue autrement. Parce que les projets des uns et des autres, vous avez d'ailleurs dans votre introduction, vous avez parlé des Américains, vous avez parlé des Israéliens, à très juste titre, vous n'avez pas parlé des Palestiniens. Et justement, la grande affaire... J'ai mentionné qu'il y a-t-il un projet pour les Palestiniens ? Pour les Palestiniens, mais il n'y a pas de projet par les Palestiniens. Ouais. Et c'est toute la grande question. Aujourd'hui, il se met en place à Gaza une sorte de tutelle, non pas internationale, mais une tutelle américaine, avec le Conseil de la paix, le comité exécutif. On va y venir dans la deuxième partie. Bien sûr, mais c'est juste pour dire qu'on peut le nommer, d'un point de vue presque juridique, comme étant un renouvellement d'un mandat qu'il y a eu sur la Palestine dans les années 20, en 1922 pour être précis. C'est-à-dire c'est vraiment le Conseil de la paix, le comité exécutif, on le verra tout à l'heure, donc qui ont la haute main sur tout ça. Les Israéliens, bien entendu, continuent d'occuper un peu plus de la moitié de Gaza. Et enfin, les Palestiniens sont totalement marginalisés à tous égards. C'est pour ça que pour l'instant, le destin de Gaza, ça appartient aux Américains. Et je ne suis pas sûr que leur visée soit dans le sens d'une paix. Donc on est, à mon avis, dans une forme de guerre différente. Oui. Rina Bassiste, il y a eu effectivement 500 morts palestiniens depuis le cessez-le-feu. Est-ce que pour les Israéliens, la société israélienne, c'est grosso modo un chapitre qui est clos, on voit ça comme l'histoire est finie à Gaza, ou depuis la restitution des derniers otages et des derniers corps d'otages ? Non, je ne dirais pas ça. Et certes, la question des otages est réglée, avec les otages vivants et morts de retour en Israël. Parce qu'il faut préciser qu'ils ont tous été récupérés par Israël. Effectivement, et ça c'est un énorme soulagement, bien sûr, pour la société israélienne, une étape qu'il fallait passer justement pour commencer à cette réhabilitation d'après le 7 octobre. Mais je ne dirais pas que la question de Gaza, elle n'est pas réglée, parce que Tsahal
occupe une partie de la bande de Gaza. Dans cette partie-là, l'armée israélienne continue à opérer. On sait combien il y a de militaires israéliens mobilisés toujours à Gaza, à peu près? Non, ça je ne dirais pas, parce que l'armée... Il y a quoi, l'équivalent d'une division peut-être? Peut-être, oui. L'armée qui était très fière au début de la guerre d'annoncer les chiffres, il fallait aussi avoir des accords de gouvernement pour appeler au service énormément de réservistes, mais maintenant ce n'est plus le cas, donc l'armée est extrêmement prudente sur ce chiffre. Mais il y a encore beaucoup d'opérations qui sont sur place, surtout des opérations pour découvrir et détruire des tunnels. Il y avait un reportage hier de Haaretz qui disait que l'armée estime qu'il y a énormément encore de tunnels qui sont cachés. Hier, l'armée israélienne disait avoir tué 4 Palestiniens qui sortaient d'un tunnel. Effectivement. Donc ça, c'est le côté qui est sous le contrôle israélien. Donc d'un côté de cette ligne jaune et de l'autre côté, bien sûr, il y a encore Hamas. Donc même pour la population gazaouite qui est sur le côté qui n'est pas sur le contrôle israélien, il y a encore la présence de Hamas, et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux non plus. On va en parler tout de suite. Il y a un chiffre que l'état-major israélien a implicitement admis, c'est celui du montant global de victimes, qui était jusque-là établi par le Hamas, par le ministère de la Santé du Hamas. C'est 71 000 tués, dont presque 19 000 enfants, je crois. Ce chiffre a été implicitement accepté par l'état-major, même si ce n'est pas officiel. Non, ce n'est pas officiel. Ils ont accepté, après ils se sont reculés sur cette acceptation. En fait, c'est un briefing où des généraux ont dit voilà. Oui, en gros, c'est vrai, mais... Je crois qu'Israël n'a jamais cherché en fait, d'entrer dans les chiffres, à tort ou à raison. Ouais. Et donc, ce sont les seuls chiffres qui sont sur la table. Ça ne fait pas polémique dans la société israélienne, ce chiffre-là? Les chiffres-là, je crois que tout simplement, il n'y a pas moyen de les vérifier. Ouais. Après, il y a une polémique, mais ça, encore, c'est difficile à déchiffrer pour l'instant. Je pense le nombre de combattants de Hamas parmi ces victimes. Oui. Ça aussi, c'est une question essentielle. Cyril Louis, la situation humanitaire reste quand même très difficile dans la bande de Gaza. Une entrée au compte-gouttes de l'aide, toujours 8500 disparus, je crois. Oui, je crois que l'aide humanitaire rentre quand même de manière plus importante depuis la trêve du 10 octobre. Cela dit, les besoins sont tellement immenses qu'évidemment... on parle de 20 000 blessés ou malades. Reste insuffisant. Je crois que 60% des dispositifs, des infrastructures médicales sont soit totalement, soit partiellement inopérantes. L'étendue des destructions matérielles est immense. Je crois qu'il y a... on estime qu'il y a 60 millions de tonnes de gravats sur l'ensemble du territoire, ce qui fait à peu près 30 tonnes par Palestinien. Et donc, oui, l'ampleur des besoins humanitaires est complètement hors de proportion avec ce qui rentre, même s'il y a un léger mieux. Et cette trêve, elle reste suspendue. Donc, un certain nombre de résultats, en effet, ont été atteints durant les premières semaines, la libération des otages et la restitution des corps, la réduction d'intensité des combats. Cela étant, on dit que maintenant, c'est en tout cas ce qu'annoncent les Américains, on doit rentrer dans la deuxième étape de ce plan qui passe par la démilitarisation du Hamas. Et là, il n'y a apparemment absolument aucun accord entre les parties. Et les Israéliens disent très explicitement que si le Hamas ne consent pas à se désarmer, il faut désarmer le Hamas, démilitariser la bande de Gaza. À ce moment-là, c'est Israël qui s'en occupera et ça ne peut se faire que par le biais d'opérations militaires. Ebrard Kinley, là-dessus, il y a apparemment quelques négociations sont en cours au Caire pour démilitariser le Hamas, qui par ailleurs a ajouté sa propre plaie, si je puis dire, aux Palestiniens de Gaza, avec un certain nombre d'exécutions, enfin d'assassinats, de collaborateurs. Ils ont réglé leur compte aussi à la faveur du cessez-le-feu. Est-ce qu'on peut imaginer que cette condition exigée par Israël, comme préalable
au lancement de la reconstruction et de tous les autres plans concernant Gaza, cette condition de démilitarisation soit remplie par le Hamas? Pour revenir à la première question, est-ce que la guerre est terminée? C'est peut-être bien là où la question se décidera. À mon avis, la guerre n'est pas terminée parce qu'on voit comme, voilà, on vient de l'entendre, les hostilités commencent à petit feu ou de manière plus réduite. Disons, l'intensité de la guerre a terminé, mais le cessez-le-feu est largement un cessez-le-feu théorique. Donc la guerre continue, la guerre peut reprendre d'autant plus qu'il s'agira maintenant de désarmer le Hamas. Alors, qui voudrait désarmer le Hamas? Je ne vois pas beaucoup de volontaires autour. Alors, évidemment, tout le monde veut que le Hamas désarme, mais participer au désarmement du Hamas. Donc, et moi, je ne sais pas, et personne probablement ne sait, en dehors des services secrets, ce qui se passe dans les tunnels et ce qui se passe dans quelques parties de Gaza encore, à quel point il y a une puissance de feu encore du Hamas, de ce qui en reste. Qui est quand même très réduite, non, par rapport à c'est ce qu'on dit, la guerre. Je pense aussi. N'empêche que, voilà, ils ne vont pas nécessairement, ils l'ont dit encore hier ou avant-hier, se laisser désarmer facilement. Donc ça peut déjà être la reprise d'une activité militaire beaucoup plus soutenue à l'avenir. Mais est-ce que c'est légitime de demander leur désarmement? Pardon, légitime. Est-ce que c'est une demande légitime de la part des Israéliens de dire disons, les demandes dans ce genre de choses sont toujours des... Enfin, chacun qui fait une demande pense qu'elle est légitime. Maintenant, le Hamas ne pense certainement pas la même chose. Et donc, tant que le Hamas, les Israéliens ou l'armée israélienne ou le gouvernement israélien ne s'accordent pas sur la légitimité, évidemment, il y aura conflit ou peut-être une nouvelle guerre. Mais ce que je voudrais ajouter, ce qui me paraît important, c'est que je crois ce genre de situation, il ne faut pas les regarder en termes de paix et de guerre. Ce ne sont pas des situations faciles, dichotomiques. C'est-à-dire, cette guerre, elle peut continuer pendant très longtemps, à petit feu. Donc, la question n'est pas résolue, et tant qu'elle n'est pas résolue, et elle sera uniquement c'est le problème résolue. de cette région, c'est qu'on est en permanence dans un entre-deux-guerres, n'est-ce pas? Oui, disons, mais parlons de celle-ci maintenant. Celle-ci, évidemment, il y a une manière de la résoudre, c'est la solution aux deux États. Si l'on n'arrive pas à cette solution-là, elle va continuer d'une manière ou d'une autre, ou maintenant dans un coin de Gaza, ou autrement. On reviendra sur ce point d'ici la fin de l'émission. Je voudrais qu'on écoute ce que disait récemment Khaled Meshal, qui est un des chefs du Hamas et qui s'exprimait à Doha. طالما هناك احتلال هناك مقاومة. المقاومة حق للشعوب تحت الاحتلال هي جزء من القانون الدولي والشرائع السماوية. المقاومة جزء من ذاكرة الأمم من الذاكرة الإنسانية تفتخر بها الأمم. Jean-Paul Chaniolo, bon là c'est clair, occupation égale résistance. Khaled Meshal a été un des chefs du Hamas, il pourrait le redevenir, puisque le Hamas est en train d'essayer de se choisir un nouveau chef. Apparemment, il y a un autre candidat, entre guillemets, qui s'appelle Al-Khaya, et qui passe pour être plus proche des militaires que Khaled Meshal. Là, c'est la version plus politique et plus douce, si l'on peut dire, du Hamas. Vous croyez au désarmement du Hamas et à la démilitarisation de la bande de Gaza? Moi, je pense que ça serait dans un schéma théorique envisageable, à la condition que ça s'inscrive dans un processus plus global. S'il s'agit de dire au Hamas désarmer, l'affaire elle est pliée d'avance, c'est-à-dire que ça ne se fera pas. Sinon, peut-être par la reprise d'une guerre. C'est pas la force internationale de stabilisation qui va le faire. Et d'ailleurs, les États qui sont susceptibles d'envoyer des troupes commencent par dire, surtout, on n'ira pas sur ce terrain-là. Donc c'est clair. Donc ça veut dire, les Américains ont dit, on va y aller, mais j'imagine pas non plus des troupes américaines descendre et faire ça. Donc c'est une impasse. Donc la seule solution, et celle-là aussi, elle est très loin, c'est d'imaginer un processus global, c'est-à-dire désarmement du Hamas, mais retrait, comme d'ailleurs le prévoit en principe le plan Trump, retrait de l'armée israélienne, mais vraiment un retrait. Et ensuite, aller vers quelque chose qui redonnerait aux Palestiniens, l'autorité palestinienne par exemple, une place dans la phase de transition. Est-ce que les Israéliens ne seraient pas fondés à dire on a déjà essayé ça, cette méthode-là? Je crois que... On se retire et puis on... Non, mais ou bien on veut un compromis, ça veut dire qu'il faut que les deux parties bougent. Si on demande à une seule des parties, même le Hamas, qui est un système, il y a une partie assez totalitaire, on n'arrivera à rien, bien entendu. Or aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une perspective de compromis, absolument pas. On est en fait dans un
schéma où, comme je le disais tout à l'heure, il y a une tutelle américaine, c'est clair, on va en reparler plus en détail. C'est intéressant de voir sur le plan technique comment ça se met en place, cette tutelle, sur tous les plans, politiques, juridiques, militaires. Et puis, les Israéliens n'ont aucune envie de se retirer, c'est bien clair. Et puis, on ne peut pas non plus parler de Gaza seulement, sans parler de ce qui se passe en Cisjordanie. Et on évidemment, en parlera aussi. C'est un tout. Donc, ce qui vient de se passer est tout à fait lié à ce qui ne se passe pas à Gaza. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas simplement isoler une question et la traiter. Il faut la remettre dans son contexte, quoi. Rina Bassiste, sur la question du désarmement du Hamas, condition non négociable du point de vue israélien, mais c'est réalisable ou... Du point de vue de M. Netanyahou, mais je ne dirais pas que les Israéliens ne veulent pas se retirer de la bande de Gaza. Au contraire, ça fait des années que les Israéliens voient la bande de Gaza comme un trou noir. Personne ne veut y rester. Ça, ce n'est pas la question. La question Pourtant, actuellement, le dispositif est quand même plutôt d'y rester, puisqu'on est passé d'une occupation des 2/3 de la bande de Gaza à seulement la moitié. Ce n'est pas un objectif. Oui. Là, on entend quand même le Premier ministre dire souvent qu'on est là pour longtemps. Je pense pas qu'il y a un projet vraiment de rester dans la bande de Gaza, ça je ne dirais pas. Le problème est, si je peux terminer s'il vous plaît, le problème est que les plans du président américain Trump dit de façon extrêmement claire que Hamas doit se désarmer et qu'il y aura des démilitarisation de la bande de Gaza. Toute la communauté internationale n'a pas cessé à dire, y compris l'Europe, y compris la France, qu'il faudra que Hamas se désarme. Donc ça, c'est une condition qu'on ne peut pas s'en passer. Et quand Hamas a accepté les plans du président américain, ça valait de soi qu'il accepte à se désarmer. Maintenant, on attend d'autres paroles. Vous avez montré Khaled Mashal, mais c'est aussi les autres dirigeants de Hamas. Ça ne justifie pas, donc je n'essaie pas de justifier. On est potentiellement dans une impasse. Je ne dis pas que c'est une bonne idée qu'Israël reste, que c'est Israël qui s'en charge, pas du tout. Mais effectivement, il y a un problème, parce que Hamas est engagé à quelque chose dont ils n'ont absolument aucune intention de poursuivre. Ils ne vont pas se désarmer, ils ne veulent pas quitter la partie de l'autre côté de la ligne jaune, là où ils gouvernent encore d'une certaine façon. Et effectivement, ni l'Europe ni les États-Unis vont mettre des soldats sur place. On a bien vu qu'il y a les Indonésiens qui sont d'accord d'envoyer quelques milliers de soldats, mais ce sont des soldats qui vont s'occuper de l'ingénierie, de la santé, pas du tout des combats. Ce n'est pas eux qui vont désarmer Hamas. Vous vouliez ajouter quelque chose, Jean-Paul Chagnon? Je voulais simplement redire qu'il faut remettre dans sa globalité l'analyse. On ne peut pas simplement se fixer sur la question du Hamas et sa démilitarisation. Pour deux raisons. La première, je crois qu'il faut lier à la Cisjordanie, on va reparler. Vous disiez, car bien entendu Israël entend dominer et Gaza et la Cisjordanie. Ce qui vient de se passer ces derniers jours est une évidence, c'est une annexion qui se met en place véritablement, c'est clair. Et puis deuxièmement, il y a des projets très concrets, fonciers, des projets fonciers du côté de Rafah, c'est-à-dire dans la partie qui est occupée par les Israéliens, des projets fonciers qui sont aussi liés à ce que veut faire Kouchner, et il y a des choses très concrètes, on y reviendra peut-être. Kouchner, le gendre du président. Et donc il va installer des communautés, des safe communities, qu'on peut traduire par des communautés sûres, c'est-à-dire des ensembles préfabriqués de petits villages de 20-30 000 habitants, donc des Gazaouis qui viendraient de la partie où ils sont aujourd'hui coincés, car ils sont enfermés, il faut quand même le rappeler, c'est très important. Ils pourraient venir, à condition évidemment de montrer patte blanche, et ensuite on aurait un processus de ce type d'élargissement de ces communautés, ce qui veut dire concrètement que c'est pas demain que l'armée israélienne va se retirer de cette partie-là, quoi. Toujours sur ce point du désarmement, Cyril Louis, pour vous, pour le Hamas, désarmer, ça veut dire se saborder. Est-ce que c'est ça qu'on lui demande, en fait? Ou est-ce qu'il peut rester un mouvement politique, trouvant sa place au sein de l'autorité palestinienne? Chacun voit un peu midi à sa porte dans cette histoire. Les Israéliens voudraient clairement que le Hamas soit démantelé à la fois sur le plan militaire et sur le plan politique, que ce ne soit plus la force gouvernante à Gaza. J'imagine, je ne suis pas dans la tête du Hamas, mais j'imagine qu'eux considèrent que sans leurs armes, ils auront du mal à perpétuer leur contrôle sur ce territoire. Je lisais tout à l'heure pour préparer cette émission que des sources au sein du renseignement militaire israélien estiment qu'il y a aujourd'hui 20 000 personnes affiliées à la branche armée du Hamas et plusieurs dizaines de milliers d'armes qui restent en circulation, ce qui montre que 20 000 affiliés à la branche armée? Oui, je crois. On ne parlait pas de 15 000 au début de la guerre?
Je ne suis pas sûr qu'on sache vraiment la précision. Effectivement. Ils ont recruté de nouveau. C'est des sources militaires israéliennes. Je ne sais pas à quel point c'est fiable. En tout cas, ça montre que l'objectif de cette très intense opération militaire menée depuis plus de 2 ans n'est que très imparfaitement atteint. Et après, sur la crédibilité du scénario de désarmement, ce qui est vrai, c'est que ça apparaît dans le plan en 21 points porté par le président américain et auquel les partis ont théoriquement soutenu, mais ce plan est plein d'ambiguïtés. Et le Hamas, grosso modo, laisse entendre en effet qu'ils sont prêts à se désarmer le jour où Israël aura cessé d'occuper le territoire palestinien, de Gaza et possiblement de la Cisjordanie aussi. Donc on revient en fait après une phase de combat très intense dans ce qui est la dynamique éternelle de ce conflit, c'est-à-dire que chacun attend que l'autre fasse le premier pas avant d'accepter des concessions. On va écouter, on va passer au deuxième point sur les plans de Trump et de Netanyahou. Écoutons simplement une déclaration de Donald Trump à Davos qui explique qu'il a une vision pour la bande de Gaza. This is a great location. It all begins. See, I'm a real estate person at heart, and it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property. What it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well. But it all began with a location. That's the vision. They look out on the waters, and very few places are like it. Bon, la paix d'un promoteur immobilier, c'est peut-être une façon d'arriver à quelque chose après les échecs des diplomates et des autres. Là, on est censé entrer dans la phase 2. La phase 2, gouvernement de technocrates palestiniens, emmené par un ingénieur qui s'appelle Ali Shat. Force de stabilisation internationale, désarmement du Hamas, on en a parlé, reconstruction, retrait d'Israël. Qu'est-ce qu'il peut faire ce gouvernement de technocrates qui est censé débarquer un jour prochain dans la bande de Gaza? Déjà, il devrait pouvoir entrer sur le territoire qu'il est supposé gouverner. Pour l'instant, ils se réunissent au Caire, ils ne sont pas autorisés à entrer dans Gaza. Donc ça en dit long déjà sur les capacités de ce gouvernement. Maintenant, on a entendu le président américain, il a une vision, comme vous l'avez dit, une très belle vision à la rigueur, si l'on est agent immobilier. N'empêche que c'est un projet qui est, à mon avis, même au niveau de Trump, largement une vision. Pour l'instant, on n'a rien entendu du financement. C'est complètement obscur. Évidemment, il y a des questions même pratiques, pour ne pas parler des choses plus importantes, j'y reviendrai tout à l'heure, mais une question de droit, c'est-à-dire un investisseur qui veut construire, il veut avoir une garantie que le terrain... Oui, la question de la propriété du sol n'est jamais posée. Voilà, elle n'est jamais posée. Elle est posée ? Ah bon, vous nous direz après. Oui. On peut la poser, on peut même la résoudre, d'une certaine manière. Mais disons, je voulais dire, le plus important, c'est un projet qui est fait sans les Palestiniens, sans les personnes sur le terrain. Donc, il y a quand même un progrès, c'est qu'ils sont inclus dans le projet, alors qu'au départ, ils étaient censés quitter la bande de Gaza. On peut faire des progrès peut-être par rapport au projet, comme on peut faire des progrès par rapport au désarmement du Hamas, qui le sait. L'année prochaine, à Davos, peut-être on verra autre chose. N'empêche que ce qui me paraît important, que c'est un projet très très flou pour l'instant, qui a beaucoup de... qui soulève beaucoup de questions. Financement, question de droit, évidemment, question des droits des Palestiniens, qui est complètement, vous avez parlé de contexte, qui est complètement décontextualisé du contexte de Gaza, de la Palestine, de projet immobilier à projet politique. C'est assez loin. Donc pour l'instant, je crois, on est vraiment dans le flou. C'est beaucoup de pub pour Trump, à la rigueur. Mais pour l'instant, je ne crois pas que ce soit beaucoup plus. Oui. Jean-Paul Chaniolo, sur la propriété du sol. Oui, je crois que la question du droit de propriété du foncier, elle est posée, bien entendu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, il y a déjà depuis plusieurs mois des gens qui travaillent là-dessus. Des Américains qui travaillent là-dessus, en collaboration sans doute avec des Israéliens. Il y a même un centre de coordination civile militaire à Kiryat Gat. Le centre qui se trouve à Kiryat Gat, mais tous ces gens-là ont déjà
penser les problèmes qu'on évoque. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire un relevé du cadastre de toute la partie qui est actuellement sous contrôle encore de l'armée israélienne, et en particulier dans la zone de Rafah. Donc c'est déjà en train d'être traité. Alors je ne sais pas où ils en sont. Il y a un projet qui a été approuvé, celui des Émirats Arabes Unis, vous parliez, pour 25 000 résidents. Et derrière, la question du financement est en train, non pas d'être réglée, mais d'être posée avec l'intervention des Émirats Arabes Unis. Alors, je ne sais pas jusqu'où ils iront, mais aujourd'hui, il y a à la fois des études du foncier très précises, dans la partie, une fois encore, occupée par Israël, donc en particulier dans le sud, à Rafah, et il y a des discussions avec les Émiratis qui seraient prêts, et qui trouvent beaucoup d'avantages. Un, ça leur a fait travailler avec les Américains. Deux, ça permet de contrer aussi le Hamas et les frères musulmans, parce qu'effectivement, ils ne veulent pas entendre parler. Trois, ça crée des liens plus étroits avec Israël. Quatre, ça permet aussi de contrebalancer l'influence saoudienne. Donc les Émiratis ont un rôle à jouer. Alors, je ne sais pas s'ils vont réussir à le faire. Il y a des intérêts de business dans tout ça. Mais en tout cas, les Émiratis sont très présents, mais ils ne sont pas présents, disons, dans la scène publique. Ils sont derrière et ils sont dans ces négociations. Alors, est-ce qu'elles vont aboutir? J'en sais rien, bien entendu. Mais actuellement, il y a un vrai travail là-dessus, un vrai travail. Est-ce que Rina Bassiste, est-ce que Israël est vraiment engagé dans ce projet de reconstruction? C'est quelque chose qui est... Vous y croyez Je dirais que dès le début, en fait, si on regarde justement les plans des présidents américains, les Israéliens, ils ne vont pas être engagés physiquement. Ce n'est pas des sociétés israéliennes. On lit beaucoup que des entrepreneurs israéliens veulent aussi leur part. Ils veulent bien, mais ça ne veut dire pas que ça va se faire. Là, on voit quand même, c'était un peu mentionné tout à l'heure. Sur la région. Ça sera le plus facile parce qu'ils sont les plus proches. Mais on voit une bataille. On a parlé des Émiratis, il y a les Saoudiens. On sait très bien, surtout ces derniers jours, il y a beaucoup de frictions entre les Saoudiens et les Émiratis. Il y a aussi le Qatar et la Turquie qui aimeraient bien prendre partie de ces gâteaux. M. Netanyahu est contre, justement, qu'il y aura des compagnies turques et compagnies qatariennes. Les Turcs ont aussi proposé d'envoyer des troupes dans la force d'interposition. Oui, ça, je crois que c'est plus sur la table parce qu'il y avait vraiment un veto israélien complet sur ça. La question des compagnies de construction turques, ça sera peut-être possible à régler d'une certaine façon, mais il faudra d'abord qu'effectivement que quelqu'un mette de l'argent sur la table. Mais pour mettre l'argent, il faudra que la région soit sécurisée parce qu'aucune compagnie de construction va entrer comme ça s'il y a une menace d'une attaque. Et là, justement, on n'a pas encore la force de stabilisation internationale et on n'a pas encore les 20 000 policiers palestiniens qui doivent être sur place parce qu'on sait que la Jordanie et l'Égypte, tous les deux, ils sont en train justement de former, et chacun de son côté, quelques milliers de Palestiniens de la Cisjordanie. Normalement, l'Union européenne a aussi proposé d'aider sur ce plan, mais pour l'instant, on ne va pas, ça ne bouge pas trop. Et aussi, il faudra des policiers locaux. Et là, on heurte encore à le même problème qu'on a évoqué tout à l'heure. Hamas voit bien que ça sera ces gens, lui. Israël ne va jamais accepter ça. Et donc, on est dans une sorte de cycle vicieux. Tant que la région n'est pas stabilisée, ça sera très difficile à commencer avec la construction. Mais ça me paraît un point très important. Parce que du côté israélien, on n'est pas nécessairement très chaud par rapport au projet de Trump. Si je me souviens bien, l'année dernière, quand il a été aéré pour la première fois, du côté du gouvernement israélien, on était plutôt prudent par rapport à ce projet, si je me souviens bien. Tout le monde, je pense, oui. Oui, non, mais disons là, je parle du gouvernement. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne vois pas nécessairement le gouvernement israélien chanter les louanges de ce projet. Oui, mais pourtant, il y a déjà eu un feu vert. Il y a des entrepreneurs, certes, mais le gouvernement, je ne suis pas sûr. Alors, pour en revenir à la question de droit, évidemment, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Seulement, tant qu'on ne sait pas à qui ce pays appartiendra à la fin. Est-ce qu'il sera égyptien comme par le passé? Égyptien occupé, évidemment. Le modèle de Monaco a été évoqué. Est-ce qu'il sera palestinien? Et moi, en tant qu'investisseur, j'aurais beaucoup de doutes et j'hésiterais beaucoup à investir dans ce terrain. Cyril Louis. Oui, ce qu'il faut préciser peut-être, c'est que les quelques projets dont on parle là, qui sont à un stade encore très embryonnaire, sont situés dans la zone qui est pour l'instant contrôlée par l'armée israélienne, notamment dans le coin de Rafah, donc au sud de l'enclave. C'est une zone dont, à terme, les forces israéliennes ont vocation, si le plan Trump est mis en œuvre,
à se retirer. Alors on parle effectivement de forces de maintien de la paix ou d'interposition, dont vous avez dit que la composition était pour l'instant très nébuleuse. Et donc il est tout à fait plausible que si l'armée israélienne se retire, le Hamas reste une force en compétition avec celle qui aurait vocation à assurer l'ordre. Israël ne va pas se retirer tant que pour laisser du vide. Israël ne se retirerait que dans l'hypothèse où elle serait remplacée par une force d'interposition, non ? Oui, c'est ce qu'on peut comprendre des positions du Premier ministre, me semble-t-il. Il dépendra du désarmement du Hamas, parce que la force d'interposition... Donc tout dépend du désarmement du Hamas. Désarmer le Hamas. Malgré tout, oui. Non, mais je ne crois pas que ce soit Jean-Paul Chagnolot. Je pense qu'on fait une fixette là sur le désarmement du Hamas. On a tort. Non, à juste titre, c'est une vraie question. Je ne dis pas le contraire. Simplement, une fois encore, si on ne prend pas la contrepartie nécessaire à la démilitarisation, qui est le retrait véritable de l'armée israélienne jusqu'à ce qu'étaient entre guillemets les frontières de Gaza, et puis ensuite le tout dans une perspective qui est à dessiner. Est-ce que c'est une perspective politique ou pas ? Quand on parle du désarmement du Hamas, il y a des déclarations du Hamas qui sont intéressantes et qui nous renvoient aussi à ce qui s'est passé en Irak ou ce qui s'est passé en Syrie tout récemment. C'est-à-dire que on a affaire à une milice et les milices sont en capacité parfois, dans certaines configurations, de rendre leurs armes à une autorité qui devient l'autorité de l'État. Autrement dit, ils ont évoqué l'idée, alors est-ce que c'est tactique ou c'est vrai, j'en sais rien, mais de rendre les armes à une autorité palestinienne qui deviendrait l'armature d'une autorité politique, pas le comité... L'autorité palestinienne, c'est-à-dire qui est reconnue par la communauté internationale et qui aurait donc vocation, dans les temps qui viennent, à être le premier élément d'un État palestinien. Et là, on aurait une perspective politique qui pourrait avoir du sens, quoi, avec toutes les garanties de sécurité qu'il faudrait évidemment imaginer. Acceptable par Israël. Ça dépend dans quel contexte on se fait, mais sinon, il n'y a aucune chance qu'il y ait un désarmement. Je veux dire, vous voyez bien, ou bien c'est la guerre. Sinon, si on remet à nouveau le Hamas et Israël face à face, ça veut dire qu'on va à nouveau risquer un embrasement. Et entre parenthèses, dans un rapport de force quand même aujourd'hui. Juste un mot pour rappeler que Netanyahou, parmi les objectifs qu'il avait au tout début, c'est-à-dire le 8 octobre 2023, il disait on va éradiquer le Hamas. Et on voit bien que 2 ans plus tard, il ne l'a pas éradiqué, et que c'est pas éradicable, si j'ose dire, parce que les 20 000 dont on parle, ils sont peut-être 15 ou 25, on n'en sait rien, mais admettons que ce soit ce chiffre-là, eh bien en fait, demain, il y en aura d'autres, quoi. Il y a évidemment, on est dans une organisation qui, même si on la déteste absolument, eh bien, elle est ancrée dans une fraction du peuple palestinien. Et donc, il y aura toujours des jeunes qui viendront le rejoindre, quoi. C'est un vrai problème, ça. C'est une vraie question. Dans ce contexte, Donald Trump réunit le 19 février à Washington son Conseil de la paix, qui a été, sur le principe, approuvé par l'ONU pour Gaza, dont la charte ne mentionne pas le mot de Gaza, dont on sait qu'il y a invité des gens qui n'ont pas beaucoup de connexion directe avec le Proche-Orient, pas forcément, en tout cas, Orban, Milei en Argentine, etc. Tony Blair en a. Tony Blair en a eu. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Conseil de la paix, Ebrard Kienle ? Qu'est-ce que vous en attendez, vous ? Je peux juste rajouter quelque chose au débat de tout à l'heure. Il me semble, pour le désarmement, et si l'on regarde les parallèles ou les précédents historiques, par exemple en Irlande du Nord, toujours évidemment avec beaucoup de caveats et beaucoup d'hésitations, et sans une perspective politique, personne n'a désarmé. Oui. Je pense. Voilà. Jamais. Donc, maintenant, pour en revenir à Trump, il y a un désarmement du Hezbollah au Liban aussi en cours. Pour l'instant, on n'y est pas. Oui. Mais donc, amorcé en partie. Qui le sait, mais pour l'instant, je pense que la question est la même. Alors, pour en Conseil de la paix. Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce voilà, le Conseil de la paix, il porte, disons, la lourde charge de ces difficultés. Oui. Évidemment, ils peuvent se réunir. Évidemment, on peut à la rigueur investir, on peut trouver des fonds peut-être pour des investissements limités, peut-être même plus grandes. N'empêche que, imaginons-nous, il y a une nouvelle majorité, un nouveau président aux États-Unis d'ici quelques années, qui a une autre approche par rapport à la guerre, ou au conflit actuel. Est-ce qu'il maintiendrait ce Conseil de la paix ? Est-ce que les projets... c'est une organisation privée, d'une certaine manière, présidée possiblement à vie par Donald Trump. On revient à tous ces beaux projets qui mettent quand même du temps
pour être construit. Maintenant, dans 3 ans, peut-être tout ça change. Encore une fois, hein, est-ce qu'on investit? Et ce Conseil de la paix, ben voilà, pour l'instant, il est assez fragile. Ça peut marcher pendant 3 ans avec beaucoup de volontarisme, mais je pense que les objectifs qu'ils se sont posés ne sont pas réalisables de toute manière dans l'espace de 3 ans. Mais est-ce qu'il joue sa crédibilité sur Gaza, ce Conseil de la paix, pour vous? Il va disparaître peut-être un jour, hein, peut-être il restera. Je crois que quand on parle du Conseil de la paix, il faudrait dire qu'il y a 2 conseils de la paix. Celui qui avait été imaginé dans un premier temps et qui était lié à Gaza, oui, dans une architecture dont on pourra reparler brièvement, et puis ensuite son élargissement. Quand on lit la charte du Conseil de la paix, c'est un truc qui est pas pensable, pas jouable. oui. Tout revient à Trump, le veto revient à Trump, il donne le quitus pour entrer et il peut sortir qui veut. Actuellement, Et il y a beaucoup de questions d'argent. Bien sûr, mais c'est ridicule. Il y a 25 États qui actuellement, ou 27, je ne sais plus, et qui sont tous au fond des États qui ont besoin d'être proches de... Oui. Mais tous les États qui... En réalité, qui ont vraiment signé, je crois qu'il y en a à peine une vingtaine. Oui, c'est ça, une vingtaine. Bon, mais les autres, la France, à commencer par la France, a évidemment refusé. C'est une très mauvaise blague. On ne se met pas hors jeu sur une question proche-orientale qui nous importe, finalement en refusant de jouer le jeu de Trump. Parce que je pense que ce jeu ne mène nulle part. Et puis il faut rappeler quand même que le Conseil de la paix, quand je dis il y en a 2, il y a celui qui s'est élargi et puis il y a le Conseil qui était au départ, c'est celui qui est sur Gaza. Ensuite, il déléguait ses pouvoirs, en ayant toujours la maîtrise avec Trump, à des comités exécutifs dans lesquels on retrouve Kouchner, Marc Rubio, Tony Blair et quelques autres. Oui. Et en dessous du comité exécutif, il y a ce que vous avez appelé, mais il faut enlever le mot gouvernement, le comité d'administration du quotidien de Gaza, qui est composé par 12 personnalités palestiniennes, dont une partie sont de Gaza, et dirigé par Ali Shah. Donc il faut bien voir le système, Conseil de la paix, comité exécutif, et enfin le Conseil, au fond, de gestion du quotidien, quoi. Bon, donc tout ceci, on voit bien que ça va dans un sens qui est tout à fait celui de Trump, mais sans qu'il n'y ait aucune véritable perspective politique, quoi. Je crois que c'est ça qui est important. Rina Bassiste, en Israël, on en pense quoi de cette construction Conseil de la paix? C'est plutôt, je crois que tout le monde est d'accord, c'est Conseil Trump. C'est pas exactement Conseil de la paix pour Gaza. Mais est-ce qu'on s'en remet à lui, par exemple? Est-ce qu'on dit, il nous a soutenus dans la guerre, il a obtenu un cessez-le-feu, et finalement, il va peut-être arriver à ses fins. C'est crédible je ne sais pas pour si une c'est partie de crédible. l'opinion? De toute façon, je crois que le Premier ministre Benjamin Netanyahu n'avait pas le choix, qui a accepté de faire partie. Justement parce que c'est le président américain. Il va demain à Washington pour parler surtout de l'Iran, mais peut-être aussi un peu de ça. Surtout de l'Iran et aussi peut-être pour ne pas participer justement à ce rendez-vous du 19 février, parce que c'était prévu qu'il y sera. Il y a même plus ou moins dans la même semaine aussi la convention de AIPAC. Il aurait dû aller, et maintenant je ne pense pas qu'il va aller. Et donc le gouvernement israélien est assez réticent, mais maintenant, c'est aux Américains de démontrer est-ce qu'ils sont capables de, comme on dit en anglais, de deliver. Il y a une vision Trump. Il y a justement, vous avez mentionné les centres de coordination à Kiryat Gat. C'est là vraiment où le vrai travail est en train de se faire. Il y a quand même 28 pays qui sont représentés dans ce... Oui, mais c'est les Américains en fait qui mènent le jeu pour développer des projets. Pour commencer justement la reconstruction de la bande de Gaza. Donc mais on ne met pas un peu la charrue avant les bœufs, comme on dit chez nous, en commençant la reconstruction sans avoir un contexte politique qui soit vraiment stabilisé? Sans contexte politique, sans la sécurité sur place. Disons, d'une certaine façon, on peut dire que ça ne va jamais marcher. Mais de l'autre côté, ils n'ont peut-être pas tort à essayer d'avancer, parce que si on n'avance pas, il n'y a pas une dynamique. De faire des choses concrètes. Pour aller à l'avant, et c'est aussi donner une certaine perspective, justement, aux Gazaouites, pour qu'ils voient qu'il y a des projets de construction. C'est aussi important pour eux de sentir que les choses bougent. Vous avez évoqué l'Europe. Effectivement, les Français, les Italiens, tout le monde a dit qu'ils ne veulent pas être parce qu'on ne sait pas si même il va essayer de même Mme Meloni ne veut pas entrer dans le Conseil de la paix. Parce qu'il y a cette peur qu'il va essayer de remplacer l'ONU. Mais le problème est que la France, l'Italie, l'Europe, ils sont hors jeu bien avant ça. Ils n'étaient jamais dedans. Dans tout ce qui se passe à Gaza, ils sont absents. Oui, Cyril Louis.
Non, mais ce que je veux dire juste par rapport au projet de construction, c'est qu'encore une fois, ils sont pour l'instant mis en œuvre dans des zones où il n'y a plus de Palestiniens, une zone sous contrôle israélien. Je crois qu'en revanche, dans la zone contrôlée, qui est probablement en partie hors de contrôle ou contrôlée par le Hamas, il se passe pour l'instant rien en termes de reconstruction. Et pour en revenir à l'architecture des différents conseils, elle est très complexe. Moi, je m'y perds un peu. En revanche, le plan en 20 ou 21 points présenté par Trump et qui a mené au cessez-le-feu, même s'il est plein d'ambiguïtés, il semble tout de même un peu plus clair. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un jeu de dupes parce que ni d'un côté ni de l'autre, on est vraiment prêt à en accepter les directives. Donc on a beaucoup insisté sur le fait que pour le Hamas, la démilitarisation est probablement difficile à accepter. C'est vrai que c'est un problème. D'un autre côté, le plan prescrit à Israël de se retirer graduellement jusqu'à ne plus occuper qu'une espèce de zone tampon à la périphérie de la bande de Gaza. Elle prescrit la reconstruction, l'afflux massif d'aide humanitaire, probablement plus massif que ce n'est le cas actuellement. La reconstruction, la déradicalisation du système de l'enseignement palestinien d'une part, mais aussi côté israélien, un travail politique pour essayer de changer le regard sur les Palestiniens. Et puis finalement, elle trace une espèce d'horizon, alors certes en des termes très vagues, mais vers un projet politique. Elle laisse entendre que dans certaines conditions, avec une autorité palestinienne déradicalisée, quoi que cela signifie, la question d'un État palestinien pourrait être in fine mise sur la table. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui en Israël pour accepter ça. Donc, en fait, des deux côtés, il y a un intérêt à ne pas mettre les sujets difficiles vraiment sur la table. Oui. Mais le plan Trump permet, s'il y a une volonté, d'aller vers cet horizon-là. Est-ce que le caractère finalement très ambitieux, compte tenu de la situation sur le terrain à Gaza, du projet américano-israélo international pour Gaza n'est pas en fait contredit, même sapé par ce qui se passe actuellement en parallèle en Cisjordanie? C'est-à-dire que quand vous dites il faut un projet politique qui implique les Palestiniens à Gaza pour qu'il y ait la moindre chance que les choses évoluent vers un désarmement, une solution politique, etc. À la lueur de ce qui se passe actuellement en Cisjordanie, ça ne laisse pas beaucoup d'espoir, si? Je crois que ce qui se passe en Cisjordanie montre le chemin. C'est-à-dire qu'en fait, les Israéliens ne veulent en aucun cas d'un État palestinien. 2, ils ne veulent en aucun cas diminuer la colonisation, bien au contraire. 3, bien entendu, ils veulent conserver la domination sur l'ensemble de ces territoires en Cisjordanie et à Gaza, c'est tout. Et une fois qu'on a dit ça, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les faits qui l'expriment, ce que vous rappelez, et ça va très loin ce qui vient de se passer ces 2 derniers jours, parce que c'est vraiment... Oui, dimanche, il y a eu des mesures adoptées par une déclaration d'annexion, concrètement, c'est ça que ça veut dire. On est en train de faire imploser tout ce qui restait de quelques aspects qui faisaient que les Israéliens ne pouvaient pas aller trop loin. Maintenant, ils vont aller à peu près partout. C'est comme si c'était une annexion à quelques réserves près. Bon, une fois qu'on a ça, ça veut dire qu'à Gaza, il va se passer la même chose. Il n'est pas question qu'à partir de Gaza, il se crée un État palestinien. Donc, il faut aussi dominer Gaza. C'est une évidence. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut à chaque fois contextualiser. Et effectivement, vous avez raison de rappeler ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau, sauf que ça a franchi un pas important. Donc voilà, on va vers un système où Israël ne lâchera rien. Voilà, c'est ça, avec le soutien des Américains. Ça contredit ce que vous nous disiez, Rina Bassis, au début, que les Israéliens n'ont jamais voulu s'occuper de Gaza, que c'est un trou noir, etc. Mais en réalité, la politique qui est menée en Cisjordanie augure mal d'un désengagement israélien à Gaza aussi. Je ne suis pas tout à fait sûre. Il y avait le 7 octobre, ça c'était la bande de Gaza. Oui. Donc bien sûr, il y a une réticence israélienne de se retirer complètement tant qu'on n'est pas sûr que ça ne représente plus une menace pour les Israéliens. Admettons cet aspect pour Gaza. Sur ce qui se passe
vraiment une grande majorité des Israéliens qui ne veulent plus être dans la bande de Gaza. Ça, c'est clair. Tous les sondages le disent. Et la Cisjordanie, alors, la nouvelle politique du gouvernement? La Cisjordanie, effectivement, c'est une autre question. Je crois que c'est assez clair que sous le gouvernement de Benjamin Netanyahu, il n'y aura pas de négociation avec les Palestiniens pour la solution des deux États. Là, il y a le potentiel d'annexer de nouvelles parties de la Cisjordanie, enfin d'en prendre le contrôle, annexion de fait et pas forcément de droit. Oui, on ne parle pas encore, il n'y a pas une décision de la Knesset. Mais il y a quand même une extension considérable des pouvoirs que s'octroie Israël sur les zones autonomes. Il y a un gouvernement qui n'est pas intéressé par ce moment de discuter, qui n'est pas intéressé par la solution des deux États, il a dit ça. Donc pour qu'il y aura des négociations... Avec un risque d'explosion de violence, de nouveau. Oui, il y a ce risque-là. Donc pour qu'il y ait ces négociations, il faudra d'un côté qu'il y aura des élections en Israël avec un autre gouvernement, ça c'est assez clair, mais de l'autre côté, il faudra aussi des changements absolument énormes côté palestinien, parce que là, ça fait des années, c'est pas nouveau, ça date pas de 7 octobre, la question de la réforme de l'autorité palestinienne. Ça fait des années qu'on parle de ça. On les ça voit fait pas, aussi, pour honnêtement, des années qu'Israël s'en accommode fort bien, tant que l'autorité de Mahmoud Abbas fait la coopération sécuritaire. On ne l'a pas beaucoup poussé à organiser des élections. La coopération sécuritaire pour diminuer les menaces, c'est quelque chose de positif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on passe sur le côté non démocratique de l'autorité palestinienne. Il n'y a pas eu d'élection en Cisjordanie depuis une vingtaine d'années. Je vous rappelle justement la lettre, peut-être étonnante, que Mahmoud Abbas a envoyé au président Macron, et c'était au président français. Après la reconnaissance par la France de l'État palestinien. Avant la reconnaissance, justement, c'est ça qui a amené à la reconnaissance, d'une certaine façon. Promesse d'élection. Voilà, une promesse d'élection. Je ne sais pas sur quelle base il a fait cette promesse, parce que pendant des années, il a dit que c'est la faute des Israéliens qu'il n'y a pas. Et là, quand il veut justement un soutien international, soudainement c'est possible, on va faire dans un an. Donc là, il y a un leader qui n'est plus très crédible, il n'y a pas vraiment un héritier, entre guillemets, il n'y a pas des élections. Et il faudra aussi que ça bouge côté palestinien. C'est un problème pour Israël ou ça arrange Israël? Ça dépend de quel camp, bien sûr. Votre avis? Moi, j'aimerais bien voir la paix, j'aimerais bien voir la solution des deux États, bien sûr. Cyril Louis, sur la situation en Cisjordanie, comment vous l'analysez? C'est une fuite en avant qui se poursuit depuis très longtemps, avec une accélération très forte depuis le 7 octobre 2023. Il y a eu des opérations militaires très intenses et très brutales, qui ont notamment été menées dans les camps de réfugiés, les grands camps de réfugiés. Il y a 3 camps qui ont été détruits, il y a 32 000 personnes qui ont été déplacées de force. Pardonnez-moi, j'oublie le nom de Tulkarem, de Nour Shams, près de Tulkarem, avec des dizaines de milliers de Palestiniens qui ont été déplacés. Il y a en effet cette décision prise au cabinet de sécurité avant-hier qui va étendre la possibilité pour l'administration civile israélienne de contrôler les territoires non seulement en zone C, c'est-à-dire qu'il y a la grande poche qui représente 60% de la Cisjordanie, qui est depuis 1967 sous le contrôle israélien, mais aussi sur les 2 autres zones qui étaient jusqu'à présent sous contrôle essentiellement de l'autorité palestinienne. Et puis on en a parlé, le statut juridique la facilité, la capacité d'Israéliens, d'entités israéliennes à acquérir des terres situées en Cisjordanie va être facilitée. Donc tout ça va dans le sens d'une prise de contrôle croissante qui n'est pas nouvelle, mais c'est vrai qu'on est passé à la vitesse supérieure très clairement depuis 2 ans. Est-ce qu'on va vers une nouvelle guerre là en Cisjordanie? Je suis certain, comme il y en a eu. Maintenant, une nouvelle guerre, parce que il faut quand même regarder, on a vu la carte, elle est morcelée. Et les troupes israéliennes sont partout, et sont très bien renseignées, sont très efficaces. Donc, si l'on regarde ici, vous voyez les villes sous domination israélienne. Donc, les Palestiniens, localement, n'ont pas la possibilité de mener une guerre. Il y a évidemment la possibilité de mener des actions militaires ponctuelles, par-ci, par-là, et on l'a vu. Mais il n'y a pas un risque de guerre. Maintenant, toujours évidemment, la question, quelle guerre ?
qui nous ramène à la question de Gaza aussi. Il peut y avoir une guerre, disons, de basse intensité, qu'il y a des attaques ici et là et ailleurs, évidemment. Donc il y a une question de sécurité, une question de violence endémique. Maintenant, une guerre, comme on l'a connue en 48, 49, en 67, non. Jean-Paul Chaniolo. Oui, je ne crois pas que... Si vous voulez, je suis allé il n'y a pas très longtemps et j'étais surpris de voir à quel point il y avait de la peur. Et... notamment à cause des actions des colons. Oui, je suis allé souvent il y a eu 2660 incidents violents. Et il y a eu 1000 morts en 2025. Oui. Et j'ai vu beaucoup. 1000 situations depuis que j'y vais, ça fait longtemps. Mais j'avais jamais senti, même si c'est par fragments, c'est pas général, mais la peur. C'est-à-dire que, par exemple, à l'université de Birzeit, où il y a toujours eu un foyer de résistance politique, on a tiré sur les étudiants comme ça à balles réelles sans autre forme de sommation, quoi. Et tout ça, il y a 10, 15 ans ou 20 ans, enfin même, je peux remonter jusqu'à très loin, il y avait des violences, mais pas de cette nature. Là, aujourd'hui, les règles d'engagement des soldats israéliens, en fait, n'existent plus, on tire, et puis ça fait des morts, et il y a une répression que j'ai jamais vue à ce point-là. Et pour la première fois, on a déraciné, pas simplement déplacé, mais déraciné des gens qui habitaient dans des camps entre 20 ou 30 000, vous avez cité les chiffres tout à l'heure, et qui sont maintenant je ne sais où, quoi. Donc on est dans une situation, le journal Le Monde, qui était un journal quand même relativement, comment dirais-je, modéré dans ses mots, a utilisé le terme de régime de terreur. Et le mot est fort quand même, régime de terreur, et je crois que le mot est juste, c'est-à-dire que les gens vraiment sont tétanisés aujourd'hui, ils n'osent plus sortir dans la rue de crainte, enfin pour aller manifester, de crainte d'être tués, sans autre forme de procès, sans parler de ce qui se passe, et il faudra en parler, dans les prisons palestiniennes. Donc effectivement, le risque de violence sporadique est toujours là, mais d'une résistance un peu forte contre cette occupation, parce que c'est une occupation, il faut quand même le rappeler, eh bien, je crois que c'est pas pour tout de suite, quoi. Les gens sont épuisés. En plus, avec ce qui vient de se passer à Gaza, il y a un moment où la société est assommée, littéralement assommée. Mais pour combien de temps, j'en sais rien. C'est Louis. La dernière fois que je suis allé à Jérusalem, c'était il y a un peu plus d'un an, et j'avais été très frappé par le fait que dans la vieille ville, donc évidemment Jérusalem est une ville sous contrôle israélien, mais dans la vieille ville, il y avait quand même, notamment autour de l'esplanade des mosquées, une forte capacité de mobilisation de la population palestinienne autour des questions de contrôle des lieux saints. Et il y a un an, quand j'y suis retourné, la population palestinienne était complètement effrayée à l'idée de se mobiliser, y compris au moment de fêtes religieuses qui peuvent être généralement des moments de recrudescence de tension avec la police israélienne. Là, les gens n'osaient vraiment pas bouger une oreille. Il y avait eu beaucoup d'arrestations, beaucoup d'assignations à résidence pour des habitants de la vieille ville qui étaient identifiés comme des fauteurs de troubles. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Rina Bassi, est-ce que finalement Israël, après la violence de l'attaque du 7 octobre, la guerre à Gaza, les critiques subies par Israël à cause de l'ampleur de cette guerre, finalement maintenant il y a une désinhibition d'une certaine manière de la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens? Le regard international, on s'en fiche? Je ne dirais pas ça, mais il y a une sorte de rupture. De rupture avec le monde ou avec... Oui, avec la communauté internationale. Forcément, si on est pour ou contre, mais le fait est que la reconnaissance de l'État palestinien n'a pas arrangé les choses. On peut la justifier, je ne dis pas... Et justement, ça, alors... il y avait une sorte de déception qui a dépassé justement le clivage politique en Israël. Donc, ce n'est pas seulement la droite israélienne qui était déçue par cette mesure, mais aussi les centres et même une grosse partie de la gauche. Et donc là, il y a une classe politique israélienne qui ne parle plus avec les interlocuteurs internationaux. Si c'est la France, il nous reste 30 secondes. Alors, juste, je fais un tour de table. La France a reconnu l'État palestinien, mais les deux États, pour vous, c'est encore une perspective ou plus du tout? Ça doit rester une perspective, mais effectivement extraordinairement complexe. Oui. Rina Bassiste, on peut y croire encore à deux États? Après les élections, peut-être. Peut-être. On devrait y penser et on devrait le favoriser, mais je crains qu'actuellement, on s'achemine vers une solution à un État. Un État.
Un État binational, c'est... Cyril Louis, en un mot, on est à la fin. Je pense que Trump s'est donné tous les pouvoirs dans cette affaire, donc tout dépend de lui, évidemment. Jusqu'à présent, il n'a pas tellement donné de signes d'aller en ce sens, mais... Bon, alors on verra, on interrogera Donald Trump, qui aura encore l'occasion de s'exprimer sur ce sujet. Merci à tous les quatre. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.